Avertissement. L'émission qui suit comporte des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, de voir des quoi qui ont l'air de... Oui. Si vous êtes malencontreusement offensé par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaque, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens encore collés qui vient vomir sur votre soulier. C'est cute, un bébé chien. En direct des entrailles de CKRL, voici les geeks contre-attaque! Samedi le 2 février 2019, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks Contre-Attaque! Mon nom est Éric Lajoie et je serai accompagné tout d'abord. Est-ce que tu as vu ton ombre, Éric? Est-ce que j'ai vu mon ombre? Ouais. Je sais pas, il fait fret en Moses, fait que je vois pas grand-chose. Mais non, c'est... Écoute, le printemps pas sur le bord, hein? D'après le mois de janvier, là, on s'enligne pour encore au moins... D'après moi, il va arriver le 21 mars. Moi. J'ai comme le feeling, ça fait tellement longtemps que l'hiver est commencé qu'on achève, puis dans le fond, on est juste dans le milieu. Ouais. C'est comme... Mais c'est pas important, notre émission va prendre de l'âge va mal vieillir si on parle d'hiver. Là. Donc, ce qu'on va faire à la place, je vais tout d'abord te présenter. Donc, Mikey G, console. Oui. Console, oui. Et seul collaborateur pour l'instant, on est juste deux. C'est des choses qui arrivent. Ben puis oui. en plus, j'ai commencé un régime pour février. Un régime pour février? Ouais. Oui, OK. On a dit qu'on voulait faire l'émission juste à deux? Parce que c'est trop pesant à 4, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, on est lourd. On est lourd. Écoute, c'est lourd. Non, j'ai décidé, tu sais, quel meilleur mois pour commencer à manger juste des bines. Parce qu'on est en février. J'étais meilleur tantôt. Je mange juste les frites le vendredi parce que c'est Friday. Ah, ben Tant qu'à y être, hein? Ben non, mais tu sais, Hein? Je suis écœuré du monde qui dit c'est vendredi. Ah, ils disent ça, Il y a du monde qui dit c'est vendredi. Vendredi. Ouais. Habituellement, c'est des petites chicks de... T'sais, non, c'est des femmes dans 35 ans qui se pensent... Dans les 35 ans, il y en a plusieurs 35. Oui, il y a 35 ans, 1 mois, 35 ans, 2 mois, 35 ans, 3 mois. Je fais du temps, là, parce qu'on a 1 heure, 35 ans, 4 mois. Ouais, c'est correct. Au lieu de faire du temps, on va faire... au lieu de faire de l'actualité en général, là, on va y aller par sujet. Okay. Pour montrer du tout qu'on serait pris de court. Si, mettons, c'est une situation hypothétique. Mettons qu'on serait pris de court, on irait sujet par sujet pour pas avoir l'air de pas savoir de quoi qu'on va parler. Mais ça, c'est si ça serait le cas. Puis de quoi? Qu'est-ce qu'on fait le plus dans notre semaine? Chronique jeux vidéo! Ouais, ben c'est nouveau pour moi cette année. Là, je peux gamer, ça c'est déjà le fun. Ben oui, un renouveau. Puis ouais. Est-ce que t'as lâché Ace Combat cette semaine? Pas encore. Ben j'ai terminé le mode campagne. Ok. Mais là, je vais comme tout passer les écrans au plus tough pour avoir tous les trophées. Puis d'ailleurs, parlant des Combat, vous connaissez notre collaborateur Stéphane Goulet d'Arcade Québec. Ben oui. Je serai l'invité mardi prochain au podcast d'Arcade Québec. Mardi prochain à 19h en direct sur Twitch. Oui, exactement. Et disponible sur YouTube peu après, pendant la soirée. Donc, vous pouvez écouter ça là, sur iTunes aussi. Allez sur le site d'Arcade Québec, toutes les ressources sont là le soir du podcast. Et je vais faire une rétrospective de la franchise Ace Combat. Je vais vous parler du set, bien sûr. On va faire de mon impression d'après-coup. Mais aussi parler de la franchise en général. Là. Pourquoi c'est une franchise qui a été si longtemps obscure, mais qui a eu quand même un gain de popularité dans les années 2000. Puis je vais probablement faire aussi un topo sur la compagnie qui a distribué et produit ce jeu-là, c'est-à-dire Namco, en passant. Donc, je vais travailler sur quelque chose, ça va être le fun. On va parler de ça là, pour mardi prochain. Le jeu d'aviation qui se rapproche le plus, et c'est loin là de Ace Combat, sur lequel j'ai tripé, c'est Wing Commander. Oui et non. Wing Commander, c'est dans l'espace. C'est dans l'espace, c'est ça, mais c'est quand même des missions mais c'est plus RPG. des missions... C'est plus RPG. Je te dirais que le jeu qui ressemble le plus, c'est
Hawks, qui avait sorti au PlayStation 2, je pense, au PlayStation 2, qui était fait par Ubisoft dans le temps. Là. Ça va dans la série des Tom Clancy, mais c'était un genre de scénario d'espionnage, mais avec un jeu de jet au travers. OK. Ça ressemblait beaucoup à ce que Ace Combat faisait. Ça ressemblait plus à Ace Combat que le Ace Combat Assault Horizon, qui avait été une fraude totale, là, dans le fond, dans le très bas de la franchise. Tu m'en as parlé un peu si je me souviens bien, Assault Alliance se passait dans... Assault Horizon. Assault Horizon, oui, se passait dans le monde réel. Ouais, c'est ça, c'était pas terrible. Mais parlons de jeux vidéo en général, parce que il y a quand même quelques actualités. Ben oui. La semaine dernière, on avait peut-être oublié de mentionner, parce qu'on en a parlé un peu, puis on a nos opinions là-dessus très sévères, mais Electronic Arts a finalement cédé et a enlevé toutes les mécaniques de loot box de tous ces jeux qui vont être distribués en Belgique à partir de maintenant. C'est effectif à partir du début février, dans le fond, là, je pense à partir d'hier. C'est un peu normal, la Belgique a interdit. La loi a passé. Donc là, Electronic Arts s'est plié. Ils ont publié, dans le fond, un constat, dans le fond, un statement, en français, une déclaration, dans le fond, par écrit là, sur ce qui s'est passé. Et il y avait, dans cette déclaration-là, si vous la lisez, là, entre les lignes, c'est tout le temps la faute des autres, puis on voulait juste faire ça pour aider, puis il n'y a aucune pratique pécuniaire là-dedans, c'est pas pour faire ramasser de l'argent en terre sur le dos des personnes vulnérables à gambler. C'est jamais de leur faute. T'es bien passif-agressif. Non, mais c'est jamais de leur faute. Mais non, hein? C'est un peu... Lisez-le si vous voulez voir à quel point les AAA sont hypocrites avec ce concept-là des microtransactions, qui, selon moi, auraient dû rester dans le gaming mobile. Ça aurait pas dû sortir des téléphones, selon moi, mais bon. Donc là, ils ont arrêté le système de lootbox en Belgique seulement. Ça veut dire que tout le reste du monde continue à se faire avoir avec ça. Oui, tout à fait. Bon. Jusqu'à ce qu'il y ait des lois similaires qui passent ailleurs. L'Europe va probablement le suivre en premier, mais après ça, on va voir si ça va se rendre ici. Là. J'ai mes doutes, là. Tu sais, les microtransactions, c'est tel que tel. C'est parce que quand c'est du gambling totalement avec des loot box que tu peux avoir que de la... Oui, que t'as pas de prix, là. Que t'as une chance de rien avoir pour de l'argent. C'est ça. Tu prends une chance. C'est ça, là. C'est complètement... C'est du gambling pur et simple. Puis même si c'en est pas, mettons qu'il trouve qu'il trouve une astuce pour pas appeler ça du gambling, en donnant des chances de gagner plus élevées ou peu importe. Reste que le nerf que ça stimule chez le consommateur est le même que quand tu fais du gambling. Ben oui. Parce que tu prends une chance, puis tu vois un effet tourner, puis t'espères gagner le plus possible. C'est peu importe ce qu'ils disent, puis de la façon qu'ils tournent, ça reste du gambling, puis ça s'attaque aux mineurs. Ben, c'est ça. C'est pas comme les microtransactions, exemple, ordinaires, là, qui tapissent le monde des jeux vidéo. Exemple, si tu veux une épée rouge, ben, paye 5 cents. C'est correct. Tu sais dans quoi tu t'embarques. Ben, à la limite, au moins, t'obtiens quelque chose. En même temps, quand t'obtiens quelque chose dans un jeu qui est éphémère, tu sais, t'achètes de quoi? OK, le jeu va être soutenu sur des serveurs pendant, je sais pas, peut-être 2 ans. S'il est moins populaire, ça peut être 1 an, puis il close. T'as mis cet argent-là pour rien. Là. Le jeu n'existe plus. Ça disparaît. C'est pas un jeu physique que t'achètes puis que tu peux jouer quand même en mode campagne. D'ailleurs, ça, c'est en train de disparaître, ce mode-là. Là. Non, le mode campagne, non. Non, je parle du jeu physique qui n'est pas en streaming. Le streaming va commencer à prendre plus de place. Il reste encore pas mal d'années. Selon moi, c'est comme c'est pas la mort est annoncée, mais c'est pas proche d'arriver. Parce que il y a quand même des gens qui veulent posséder le jeu tout le temps, là, puis pouvoir le revendre s'il y a de quoi. Ou le prêter à leurs amis. Tu sais, il y a encore l'aspect physique d'avoir le jeu chez toi, puis ton Internet, il y a un problème, mais tu peux jouer quand même parce que le jeu t'appartient. Ouais, il y a ça. Parce que ton Internet... On devient dépendant encore plus. Non, oui, il arrive un poteau qui tombe, puis que ton Internet est coupé. Oui. Ben, tu peux pas accéder à ton account, donc tu peux pas valider tes jeux qui sont downloadés, donc tu peux pas jouer. Non, il est downloadé, là, sur ton... Mais tu peux pas jouer. Mais il y a plein de désavantages comme ça, mais les grands dirigeants de ce monde vont se dire que c'est plus facile et il y a plus de profit à faire de cette manière-là. Ben, ça va devenir que maintenant, tu vas louer les jeux, tu les achèteras plus. Tu vas payer le prix de l'achat, mais tu vas juste le louer. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'est pas vraiment à toi. En tout cas, c'est un peu pareil pour Steam aussi. Là. Steam, du jour au lendemain, tu perds Internet. Toute ta bibliothèque est terminée. Là.
Ben oui. c'est ça, là. Pourtant, les jeux, t'es achetés, là. Il y a un autre système qui commence à prendre de l'ampleur, là, Oui. parce que Steam avait pendant longtemps le monopole. Mm-hmm. J'ai entendu parler de Epic Games, Oui. qui commence à être compétitif au niveau du prix, parce qu'ils se prennent une cote beaucoup plus petite sur les jeux. Allez voir ça, ça vaut la peine. Oui, parce qu'ils essaient d'encourager beaucoup les développeurs indépendants à adopter leur plateforme. Oui. Dans le fond, puis en réduisant la cote sur qu'ils s'apprennent eux, c'est beaucoup les petits développeurs qui ont ça l'avantage. Les grosses compagnies, c'est pas, ça brisera pas leur marge de profit tant que ça là, pour un AAA. Non, Dans c'est le ça. fond, comme Electronic Arts ou Ubisoft, que la cote soit moindre sur la plateforme. Cependant, les petits développeurs indépendants ont besoin de chaque scène possible pour payer le salaire de leurs employés puis maximiser, dans le fond, la rentabilité du jeu qu'ils produisent. Donc ça va encourager les jeux indépendants, bien sûr. Mais non seulement ça, mais en prenant une cote plus petite, ils chargent le jeu moins cher aux consommateurs. Ben oui, donc tout à fait. c'est des deux sens, là, c'est quand même avantageux. Oui. Donc Epic Games, je peux aller voir parce que je suis pas mal plus console ces temps-ci, mais non. Parlant de console, Sony a annoncé, ils ont breveté un nouveau système de compatibilité, de rétrocompatibilité sur le PlayStation 5. Et parce qu'étant donné que Xbox One, ceux qui sont pas Xbox, ils ont instauré dès le départ une rétrocompatibilité avec les jeux de Xbox 360, mais pas tous. Ils avaient annoncé peut-être qu'une cinquantaine allait fonctionner, puis ils ont monté l'offre. On est rendu à 300 quelques jeux dans le fond de Xbox 360 qui sont complètement compatible avec l'Xbox One. Tant qu'à le faire, il fallait pour tous les jeux. Et il avait, ouais, c'est ça, c'est juste que probablement qu'il y a un petit problème d'architecture qu'il faut qu'il quand même fasse un petit peu de travail sur le jeu rétro pour le rendre compatible. Mais ce qu'ils sont en train de faire, Sony, c'est que la rétrocompatibilité fonctionne avec PS4, PS3, PS2 et PS1 automatique. Toutes les, Oui. Tous les jeux de toutes les. C'est selon le brevet, c'est ce qui a été placé sous le nom du brevet. Donc c'est un peu cave parce que là, mettons que t'es assidu de la marque PlayStation et t'as gardé toutes, mais justement, tu t'es débarrassé des jeux parce que tu ne pourras plus jamais jouer. Mettons qu'il y a du monde qui vont le regretter, là. Il y a du monde. Oui, sauf que c'est pas. Non, mais ceux qui l'ont conservé, c'est pas cave du tout. Non, c'est ça. Mais je veux dire, moi, j'ai des bibliothèques de jeux que je vais pouvoir réutiliser. Oui, ça, t'as bien fait d'être collectionniste. Ouais, c'est ça, ou de trop être large pour les vendre. Parce que c'est de l'ouvrage. Je vends ça un par un. Si je vais vendre un paquet, je vais avoir une fraction de ce que ça vaut. Mais je suis bien content parce que pour moi, qui a simplement un PlayStation 4, je vais pouvoir me procurer la nouvelle console avec plaisir en sachant que je vais pouvoir jouer à toutes. Mais tu vas pas continuer ta progression sur les jeux que tu possèdes déjà. Oui. Même les copies, les copies non physiques. Ben oui. Ouais. C'est rétrocompatible. Oui. Parce que PlayStation pensait, eux, en compétition avec Xbox, que le PlayStation Now allait lever plus. PlayStation Now, c'est que tu loues un serveur externe, puis tu fais juste qui lui te pitch juste l'image d'un jeu et les inputs pour ta manette. Okay? Ouais, OK. Et dans le fond, tu joues sur un serveur à des vieux jeux de PlayStation 1, 2, 3. OK? Ouais. Puis ça, c'est un abonnement mensuel que tu payais. Puis tu avais une grosse bibliothèque de jeux. Et ça l'a vraiment pas levé au niveau qu'ils voulaient. Bon. Donc, on est obligé de faire une rétrocompatibilité un peu plus personnalisée à ce que tu possèdes comme collection. Et si tu veux acheter des vieux jeux dans une boutique, tu vas les mettre dans la console et ils vont fonctionner. Ça va être extraordinaire parce que ça va... contrairement à la pratique de faire des jeux digitales qui nuisaient dans le fond, au marché des boutiques de jeux vidéo physiques. Parce que les gens ne pouvaient pas revendre les jeux, fait que ça faisait moins de circulation dans leur boutique. Ouais. En rendant tous ces jeux-là rétrocompatibles, le monde peut y retourner. Fait comme, hey, un vieux jeu là, à 10$ là, que j'ai trippé quand j'étais kid, je le prends, je le joue, puis il marche. Mais ça... je suis pas obligé de poussiérer ma vieille console qui marche tout croche. C'est ça, là. PlayStation vient de faire, je pense, un pied de nez au Xbox parce que il rentre en chef de file là, par rapport à la fidélisation de leur le brevet est officiel. À partir du moment où ça va être appliqué à la console, une fois qu'elle va être sortie, c'est une autre chose. Parce que c'est pas la première fois qu'ils annoncent un certain niveau de rétrocompatibilité qui finalement est abandonné en chemin. Là. Mais là. Ils sont tous bêtes pas me faire. La Wii.
La Wii avant qu'elle sorte. C'était ça la Wii ou la GameCube? La GameCube avant qu'elle sorte, qui s'appelait la Dauphin dans le temps. Ouais, le projet Dauphin. Était supposé être capable de jouer tous les jeux Nintendo avant elle. Puis sur la Wii, quand il avait sorti le Online Store, il était supposé aussi me rendre disponible tous les jeux NES disponibles pour jouer gratuitement. Puis il avait annoncé plein de choses, puis ça s'est pas fait. Donc, fait un bout qu'on parle, on y va-tu en musique? Ben, ouais, la musique, ça barnouche. La chanson de la semaine! Alors, chanson de la semaine numéro 1, on va y aller avec overclockremix.org, bien sûr. Cette semaine, la toute dernière qui est sortie cette semaine, une chanson tirée de Final Fantasy IV, ou si vous préférez Final Fantasy II en Amérique du Nord. Le premier RPG auquel j'ai joué, auquel je voue un amour inconditionnel. Oui, donc de ce jeu-là, on parle d'une pièce du remixeur APZX, APZX, donc qui a fait un genre de mix retro wave. De Theme of Love de Final Fantasy IV. Donc c'est un peu plus d'énergie que la thème originale, mais c'est quand même intéressant. Theme of Love quand c'est Rosa pis Cécile? Il me semble que oui. Ouais, hein? Donc on écoute ça, dans le fond. Devotion to the Motif. The Motif? Dévotion au motif. De APZX. On écoute ça au Geek Contre-Attaque. Alors, on vient d'entendre la pièce Devotion to the Motif par APZX. On écoutait ça, dans le fond, tiré du jeu Final Fantasy IV. Et j'ai été chercher ça sur overclockremix.org. La Geek du Contre-Attaque souhaite la bienvenue à l'invité.
la semaine. Et on vous l'avait pas annoncé au début de l'émission, mais on a des invités. On a de la visite. Ben oui. Une chance, étant donné qu'on a personne d'autre au contre-attaque. Non, mais on est content. Ben oui, on est content certain, parce que dans le fond, c'est tout à fait d'actualité, parce que c'est cette fin de semaine, si je me trompe pas. C'est la fin de semaine prochaine. Fin de semaine prochaine. OK, parce que vous avez peut-être entendu la pub juste avant que l'émission commence, dans le fond. Je reçois, dans le fond, Aura et François, dans le fond, du comité organisateur de la Foire Geek 2019. Bonjour. Allô? Bonjour. Donc, 4e année de la Foire Geek. Pour ceux qui ont de la mémoire un peu avec les Geeks contre-attaque, nous étions présents la première année. Et depuis, puis c'était très petit à l'époque, là, c'était au Loisir Montcalm, si je me trompe pas. Loisir Montcalm, en Haute-Ville, oui. Oui, puis dans le fond, c'était quoi le but initialement quand vous avez débuté le projet? Le but, c'était de avoir un marché artiste, geek, mais Oui. aussi de venir en aide à un refuge c'était quelqu'un que je connaissais, que je connais encore, je veux dire, Oui. pour chat, puis essayer de faire une levée de fonds. OK, fait que c'est vraiment des débuts modestes. Et finalement, là, on se transpose ici 4 ans plus tard. Et à quel endroit ça va se passer cette année? C'est au complexe sportif Cégep Limoilou. C'est le triple Ok. gymnase. Un petit peu plus de pieds carrés, hein? Première année, je pense qu'on avait réussi à mettre 20 tables. Quand même. À la première édition. La Ok. quatrième, on est rendu dans les soixantaines, je crois, cinquantaine. C'était la 3e édition. Parce Ok. qu'on a 70 à la 3e édition. Ok. Et Ok. là, pour la 4e, on est à 100 tables. 100 100 tables. tables. Hi! OK, wow. Puis là, c'est 100 tables. Dans le fond, c'est tous des artisans de la région, dans le fond, qui ont le projet, qui ont leur... autant les objets qu'ils vont concevoir, les costumes, peut-être plus les bibelots, les affaires comme ça, tous les trucs artistiques qui vont être là, mais aussi toutes les kiosques qui vont être là pour les événements qui sont un peu partout geek, Oui, on va voir Nadeshkon, mais en fait aussi, le but, c'est vraiment les entrepreneurs, ceux qui veulent ok. se créer. Ouais, on dit toujours, on travaille jamais quand on fait ce qu'on aime, là. Effectivement. Fait que, effectivement. on va avoir des personnes qui se lancent en entreprise. On leur donne une opportunité de venir montrer leur nouvel business, mais Oui. aussi ceux qui sont déjà là depuis quelques temps, par exemple les fans à manga, que ça fait déjà 5, 7, 8 ans, je sais plus trop. Ouais, ça fait quand même c'est un bout qui roule, le Fanamanga, Mais effectivement. c'est toutes des personnes dans la ville de Québec ou dans les environs. Est-ce que la Foire Geek a encore le but de ramasser des fonds pour le refuge des chats? Absolument. OK. Comment ça s'appelle, ce refuge-là? Là, c'est le refuge AXA, Adoption Chat Sans-Abri. OK, oui, sur qui est Canadian. salé, ouais. Oui, OK. Oui. Mon idéal, éventuellement, j'aimerais ça pouvoir faire 3 levées de fonds dans le même événement. Oui. Que ce soit organisme animal, environnemental puis humanitaire. OK. Dans le fond, je dirais que de réunir geek avec chat et Internet puis tout ça, c'est un lien qui me semble naturel. Ça se peut-tu? Ah, Ouais. quand même. Quand même. Mais OK, parfait, ça va être le fun. Mettons, je veux faire du cosplay. Mettons, là, j'ai jamais fait de cosplay de ma vie. Là. Puis je m'en vais à Foire Geek. Y a-tu quelqu'un qui va pouvoir m'aider? Il y a le Cosplay School qui va sérieux? être là. Oui, il vend des matériaux. OK. Puis il donne des cours aussi. Il va être là, vous pouvez... il est en ligne un peu comme, on va dire, un Skillshare, mais juste pour les cosplays. Puis on va avoir un peu partage de un cosplay. connaissances. C'est ça. Il va avoir un cosplayer aussi qui est là avec, qui va pouvoir vous donner aussi des conseils, des trucs. C'est des gens qui ont d'expérience. Puis de toute façon, ce qui est fascinant de ces événements-là, c'est de pouvoir partager avec les autres cosplayers qui sont là. Puis la communauté geek de Québec qui s'est resserrée dans les dernières années. Là, on ne soit pas de cachette. Nous, on a reçu presque tout le monde successivement dans les dernières années, là, pour être honnête. Ah, de temps en temps. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, tu sais. Puis quand on se promène dans ces événements-là, on croise du monde qu'on connaît. C'est ce qui est fascinant de ces événements-là. Pour cette année, mettons, c'était quoi
plus grand défi dans l'organisation de cet événement-là pour vous? Là? Est-ce que vous aviez une ambition plus, puis vous avez eu à viser plus haut, à aller chercher plus de ressources? En fait, un des gros challenges cette année, ça avait été de réussir à avoir une date qu'on voulait. Okay. Parce que il fallait qu'on trouve du financement pour pouvoir réserver une salle. Et là, ça a fait que la seule date qu'on a pu avoir, c'était la semaine prochaine, en février. Puis on a pu juste signer 2 mois avant l'événement. Donc, on a eu à avoir annoncé... Oui, puis à faire la préparation, puis à trouver les collaborateurs, les gens qui vont être là, puis ça vous laisse une fenêtre très courte. Surtout que ça incluait Noël. Oui, c'est vrai. Mais qu'il y a eu à peu près, près d'un 2-3 semaines où c'est qu'il y avait un silence, où qu'il y avait presque personne qui s'inscrivait parce que tout le monde était en congé des fêtes. Puis après ça, elle a recommencé. Même, je dirais, le dernier mois, ça a été fou, la quantité de nouvelles ça a explosé à ce moment-là, oui. Mais ça a changé les autres années. Les autres années, c'était vraiment tôt, les inscriptions. Puis après ça, on avait quelques-uns retardataires. Mais là, c'est presque tout le monde qui était retardataire. Okay. Ça prouve, dans un sens, que votre événement s'est rendu... ça fait partie des meubles, d'une certaine façon, dans la ville de Québec, parce que les gens attendaient après la confirmation. Ça, il attendait que la lumière allume. Il était impatient, là. Il était le pied sur le gaz, puis... non, mais c'est une bonne nouvelle quand même. Ça a été révélateur quand même pour votre événement. Mais c'est une chose qui est quand même assez surprenante, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux. Il y a quand même des réguliers qui étaient là aux autres éditions, mais cette année, on regardait, surtout parmi les artisans qui vont être là, il y en a vraiment beaucoup que c'est des nouveaux qui n'étaient pas là aux autres éditions précédentes. Wow. Fait que ça va faire quand même... En plus... On a participé à d'autres événements comme la Deshcon, entre autres. Oui. Mais là, ça va nous permettre... c'est des personnes que je me souviens pas les avoir vues dans d'autres événements. Fait que c'est comme les premières fois qu'ils vont être fait que ça, il y en a beaucoup de c'est vraiment notre mission d'aider les nouveaux à se démarrer. Ça va être vraiment intéressant pour ça. Non, puis c'est toujours trippant. Pour être dans un projet aussi dans la communauté geek à Québec, je comprends ton point là-dessus. C'est de te rendre compte que le nom de ton projet a voyagé plus loin que le marketing que tu sais en avoir fait. C'est en dehors du monde que tu connais, en dehors des endroits où tu as été, puis là, tu n'entends parler d'ailleurs. C'est tellement trippant de voir à quel point que le mot se passe ici dans la région là, à propos de ça, puis que le monde connaisse le nom, et ils vont être inquisiteurs là-dessus, vont poser des questions, vont vouloir participer à ça, vont vouloir être inclus dans ces événements-là. C'est super le fun. Côté exposants, mettons vos 2 plus belles surprises. Vous attendiez pas à avoir ces exposants-là, puis vous les avez, puis wow! On a Nord Saber. OK. Nos chums de Nord Saber, oui, ben oui. Ils vont avoir des cours, en fait, de démonstration. Ils veulent faire des activités, l'animation. L'animation avec c'est ça. Ouais, je suis tellement surpris que Pascal veut l'animer puis faire un spectacle de lui-même. On a aussi... oh my God, c'est quoi son nom déjà? On a le retour de Putrefaction. Oui. Pour moi, c'est comme un staple pour... C'est vrai, il était là au premier. Je m'en rappelle. Oui, tout à fait, oui. Une personne qui était là au premier, puis qui n'est pas là maintenant, là, mais on est comme contente de l'avoir aidé, c'est La Revanche. C'est vrai. Ben oui, la Revanche sont rendus comme installés là, à Québec, on peut dire ça. Mais on était leur premier, c'est la première fois qu'ils annonçaient un peu leur projet, leur Kickstarter, puis il y avait une petite table de 2 par 6, puis il y avait quelques jeux, ils ne s'attendaient pas à vendre des jeux, puis... Wow, c'est le fun, ça. C'est le fun de voir que, dans le fond, l'évolution de la communauté geek ici à Québec, l'expansion de cette communauté-là, on semble tous y avoir participé quand on s'en parle entre nous autres. C'est le fun de voir ça. Je m'en vais, ma phrase. Ben, c'est parce qu'on se tient tous. Ben non, mais c'est ça. L'esprit de communauté est fort. Il est fort et il est en ascension. C'est ça qui est trippant. C'est qu'il stagne pas. On pense année après année, on connaît notre monde de cette heure. On sait, il y a lui. Mais non, il va en avoir d'autres tout le temps. C'est ça qui est le fun. Est-ce que c'est un choix excuse-moi, qu'est-ce que tu allais dire? Non, vas-y. OK, bon. Est-ce que c'est un choix délibéré de ne pas inclure arrêtez-moi si je me trompe, mais il n'y a jamais eu de station dédiée au gaming en tant que tel? On en a eu la première année. Okay. Avec La Planque. Cette année, on a notre partenariat avec Freakman Studio, qui va être là avec quelques consoles pour promouvoir leur jeu, et aussi pour les gens qui sont intéressés pour travailler dans le domaine du jeu vidéo. C'est intéressant aussi, poser des questions, il va y avoir des artistes, il va y avoir des programmeurs, etc. Mais
Et c'est sûr qu'une autre chose qu'on a beaucoup en expansion ici à Québec, c'est les les petites boîtes de jeux. Oui, c'est ça. Mais Frima est un bon représentant quand même, dans le sens qu'il faut pas partie de ceux qui ont été rachetés par des plus gros. Ils ont resté indépendants, puis ça fait longtemps qu'ils sont en place. Là. Je veux dire, dans les studios indépendants au Québec, c'est probablement les plus les vénérables du sommet, comme on pourrait dire. Ils sont là depuis un certain temps. Et de pouvoir encourager les autres petits studios qui éclosent un peu partout, surtout avec le fait que Ubisoft et Activision, dans le fond, étant les deux gros monstres qui sont dans le vieux Saint-Roch, avec tous les roulements d'employés qu'il y a, ça crée un paquet de monde qui, à un moment donné, veulent se partir d'autres projets, se connaissent là, tissent des réseaux de contacts, partent les petits projets autour. Et on voit ça exploser d'année en année. Donc, c'est le fun de pouvoir lui donner, dans le fond, cette plateforme-là pour pouvoir exploser. Est-ce que vous avez beaucoup d'artisans cette année aussi? Oui, quand même. On a comme François a dit, on en a plein qui sont des nouveaux que je pourrais pas vous nommer. Parce qu'il y en a vraiment des nouveaux. On a des gens encore qui reviennent, qui font du tricot, des petites casques, de petits trucs de Cthulhu, si vous voulez. Vous allez avoir ça là. Oui. Vous allez avoir aussi des bombes de bain geek. Des quoi? Des bombes de bain. OK, Des oui, bombes des de bombes de bain. bain. Avec le tu connais le pas ça, garde-robe de Eric? De quoi, Nakamen. une bombe de bain? C'est moi qui inculte, là, je sais comprends pas. Ben là, de hey, bain, là. t'es pas sur Pinterest, toi, Eric? Il y en a plein de bombes de bain. Moi, sur Pinterest? Ben oui! Il faudrait que j'aie un fashion sense que ce que j'ai jamais possédé de ma vie. Regarde comment je suis habillé. Non, je suis pas sur Pinterest. Ben voyons, ton Uber sexuel, ton métro sexuel chic Non. de Côte-Nord, c'est pas voulu, ce style-là? Non. Ah, OK. Non. Bon, écoute donc. Ben, bombe de bain, explique donc pour les incultes. Donc, c'est normalement des choses qu'on met dans le bain, en fait, à base de bicarbonate de soude, d'acide citrique, qui, en fait, le but, c'est de relaxer, puis aussi, il y a des huiles dedans, donc ça vient OK. aider la peau, puis c'est vraiment pour relaxer. Dans le bain. Fait qu'il va voir ça, il va voir le garde-robe de Nécomel, que je pense qu'il s'appelle. On a aussi une... OK, non, ça c'est... On a... J'essaie de... On a comme plein de monde, puis j'essaie de me rappeler de 100 personnes qu'on a. C'est quand même du stock, là. Oui. Mais moi, j'ai une question. Comment vous prenez... Est-ce que c'est un prix d'entrée? Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, l'argent qui est fait, vous les faites grâce aux ventes qui se font sur place. On ne taxe pas les gens qui vont vendre Non, je ne sais pas là-bas. comment ça fonctionne. En fait, on a deux façons. On a de la marchandise de la foire geek, que les profits vont aller à l'AXA. Okay. On a aussi... on va avoir des petits jeux, pas beaucoup, mais quelques jeux pour pouvoir gagner des paquets de cartes Magic ou de OK, genre Pokémon. plein de petits tirages comme ça qui vont vous permettre de financer l'événement pour être Exactement. capable d'avoir loué la salle. Puis tout ça, bien sûr. Kawaii en fait, Kawaii Atelier, que c'est mon entreprise à moi. J'ai un bar de bricolage, donc il va pouvoir vous pouvez faire des cartes de Saint-Valentin parce que ça en vient geek. Ben oui. Et que tout cet Bon argent-là, on va aller aussi donner à l'AXA. Il va y avoir aussi une boîte de dons si jamais vous voulez. OK. Donc ça va durer ça du vendredi au dimanche? Non, on est juste là une journée. C'est ça. Mais c'est le samedi, donc j'imagine? Samedi de 10h à 17h, on va Le voir, 9. c'est ça, le 9. On a aussi Détour Ludique, qui est une entreprise qui se lance dans les jeux de société. On a, comme j'ai déjà dit, Cosplay School, si les personnes qui veulent apprendre les affaires de cosplay. On va voir North Saver, on va voir Frima Studio, on va voir énormément de monde. On va voir aussi Des de Frivolesque qui vient nous voir. Excellent, ça. Des illustrateurs comme William, des affaires de même. Oui. Fanamanga, si vous voulez manger aussi. Puis tu parlais de North Saber tantôt, c'est une bonne chose parce que une de nos auditrices les plus assidues, Virginie Brouillette, fait partie de North Saber et va être sur place. On va y parler samedi prochain. En direct on va avoir un reporter sur les lieux. Oui, c'est ça. Donc, on va pouvoir se tenir... on va pouvoir être au courant de l'ambiance qui s'y trouve en direct et ça va donner le goût aux gens d'y aller avant que ça ferme à quelle heure? Ça ferme à 5 heures. Bon, ben c'est ça. L'émission finit à 15h30. Fait que vous avez juste le temps la semaine prochaine d'écouter le show, vous garochez là-bas puis d'acheter 3-4 bébés. On vous pardonne si vous l'écoutez en chemin puis vous l'écoutez en podcast après. Y a pas de problème. c'est... Bon, profitez-en live au pire puis écoutez-nous le soir. Hein. Je vis donc à l'époque victorienne. Ah ouais. Quoi que je viens de dire au monde de prendre le samedi soir pour écouter Geek Contre-Attaque. Hey. Ben oui. Même moi, je fais pas ça. non, mais blague à part. Donc, bel événement, une belle progression de l'événement aussi.
Donc, ça se passe la semaine prochaine. Oui, puis en plus, j'ai oublié de dire aussi, on a Cabinet Mystéris qui va être là. Ben oui, Sabrina et le Cabinet Mystéris, bien entendu. On connaît tout le monde, va être là. Ah oui, c'est le fun, la communauté est là, vous allez vous voir entre amis, vous allez pouvoir jaser avec eux autres. Jaser avec une geek contre-attaque qui va être sur place, avec Virginie, une de nos fans numéro 1, et surtout participante, dans le fond, membre de North Saber, avec tout le comité organisateur de l'événement, tous les artisans qui sont là, ça va être super trippant. Puis en terminant, rappelez où ça se situe samedi prochain. C'est au complexe sportif du Cégep Limoilou. Bon. Parfait. Donc, nous, on va mettre toutes les coordonnées dans le fond. Puis est-ce que vous avez une page Facebook, l'événement, évidemment? Oui. On va mettre le lien, bien sûr, sur la page des Geeks Contre-Attaque. Puis on a aussi la page web où il y a tous les artistes, en fait, qu'on les affiche. La liste au complet? Oui. Je peux vous la dire. Je dois la mettre à jour des quelques dernières inscriptions. Oui. Vous avez encore eu très récemment, dans le fond, là, genre cette semaine? Je viens d'avoir cet après-midi une personne qui vient, ça vient de confirmer. Il y en a encore qui se confirment dans les prochains jours. Oui, puis il y a aussi, j'ai oublié de dire, on a un marché aux puces. Un marché aux puces? Oui, cette année, on en a ça. Si vous voulez avoir une table pour vous défaire vos figurines des Star Wars, pourquoi faire ça, je sais pas. Mais vous allez pouvoir le faire là, puis faire peut-être des retrouvailles. Ça a vraiment explosé. Oui, tabarnouche, ça va être le fun. Et puis c'est de plus en plus de monde à chaque année, ça va être super trippant. Merci beaucoup d'avoir été là, donc Aura et François de la Foire Geek. Donc c'est la semaine prochaine, c'est le 9. On vous en reparle, on va vous en parler live, dans le fond, pendant le show, avec quelqu'un qui va être sur place. Donc ça va être... merci beaucoup d'avoir été là. Merci. Honnêtement. C'est pas juste parce qu'on était juste deux. Parce que c'est le fun de recevoir des invités, bien sûr. Alors, est-ce qu'on va faire une petite pause? Ouais, faut que j'aille payer mes bins pour le mois. Oh, t'es tannant avec ça. Donc, on va faire une petite pause, on va revenir tout de suite après pour la suite des Geeks Contre-Attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks Contre-Attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. Voici les Geeks Contre-Attaque! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission des Geeks Contre-Attaque de ce samedi, le 2 février 2019. Puis on peut pas dire qu'on n'est pas cool. En ce moment, à CKRL, on est vraiment cool. Non, cool dans le sens de froid, là. Oui, on est cold même. Ouais, vous allez entendre peut-être le bruit de... Écoutez. Ça, c'est le fait que j'ai mon manteau d'hiver dans le studio. Ben, ton manteau sonne très joli. Oh, c'est fin. Je vais aller t'acheter des bombes de bain là, tantôt. Ah ouais? Ah ouais, je te gâte. Des fins. Hey, t'as-tu, étant donné que t'as fini ton défilm, est-ce que t'as recommencé à regarder des séries un peu? Pas beaucoup. J'ai écouté, j'avais écouté la deuxième saison de Punisher un peu plus tôt dans l'année. Oui, j'ai fini ça cette semaine. Ouais. Mais oui, comme tu disais, le milieu s'étire, la fin est précipitée. Mais quand même, je dois avouer que j'ai plus aimé l'arc avec Billy Russo, alias Jigsaw, que l'arc avec, Pilgrim. Mais Pilgrim... apparemment qu'il a de l'air plus badass dans les comics. Peut-être, mais mon point, c'est plus le fait que Pilgrim, c'est un nouveau personnage. C'est peut-être plus lui que ça aurait dû... que l'emphase aurait dû être, puis Billy Russo en personnage secondaire. Mais là, ça tourne encore autour du même antagoniste. Ouais, c'est un choix qu'ils ont fait. Puis, comme... Pilgrim arrive comme filler, mais... Il est presque dans les jambes. Ouais, mais c'est la seule chose différente dans le show de la saison d'avant. Fait que c'est un peu comme ça, je trouve, il y a comme une dichotomie entre le fait que tu veux voir lui plus, mais quand il arrive, il interrompt l'histoire de l'autre. Ben oui, il aurait dû s'investir, faire, fais caca ou enlève-toi de la toilette là. Je veux dire, fais l'histoire au complet avec Billy Russo, mets ça punché avec 13 épisodes, pas besoin de filler, et fais une 3e saison avec Pilgrim. Mais peut-être. Ou fais comme la saison 2 de Daredevil. Tout l'arc de Punisher a pris les 4 ou 5 premiers épisodes, puis après ça, ils ont switché à The Hand. Ouais, donc, à l'intérieur d'une saison, tu peux avoir différents arcs. T'es pas obligé d'avoir un arc principal entremêlé ou entrecoupé et interrompu par un autre arc d'histoire. Parce que là, ils faisaient les deux choses en même temps et les deux choses ne se recoupaient jamais.
C'était deux parallèles qui se cannibalisaient. C'était weird, mais je continue à dire que Frank Castle possède au moins 10 litres de sang dans le corps. Ça n'a pas d'allure. Puis les volets qu'il mange, là, ils seraient censés être 10 fois plus maganés que Jigsaw. Ouais, non, c'est sûr. C'est parce que ils veulent nous montrer qu'il est capable de surmonter des douleurs extraordinaires. Mais tu sais, à un moment donné, il faut que tu suspendes ton disbelief en français, on dirait quoi? Ton incrédulité. Ouais, c'est ça. Faut que tu suspendes ton incrédulité à beaucoup d'endroits pour aller avec le script parce que des fois, il t'en demande beaucoup. Là. Est-ce que tu as été déçu quand Billy Russo a enlevé son masque? Moi, j'ai été déçu. Je pensais qu'elle allait être totalement difforme et abominable. Mais non, des petites coupures avec son beau pinch encore, tout bien rose. C'est un peu ce que je disais. C'est comme, il pleurait qu'il était rendu hideux dans une pièce où ce qui était le plus beau bonhomme de la place. Tu sais, c'était un peu bizarre. Je comprends pourquoi ils l'ont fait. Parce qu'étant donné qu'il y avait il y avait une charge émotive placée sur ce personnage-là pendant toute la saison. Je veux dire, c'était un arc narratif qui lui demandait de passer d'un amnésique qui cherche des réponses à des questions qui a de la difficulté à se poser et de réaliser tout ça tranquillement. Tu sais, t'as beaucoup d'acting sur les épaules de l'antagoniste. Ah oui, s'il avait pleuré, il aurait tout fait couler son latex. Ben, c'est fait que si tu lui donnes pas la possibilité d'emoter en bon anglais, là, de reproduire les émotions c'est sur son ça, visage. exactement, de le faire de façon adéquate. Tu viens mettre un bâton dans les roues de tes scripteurs qui ont basé une grosse partie de l'histoire sur lui. Là, tu viens juste de saboter toi-même ton projet avant qu'il naisse. Ça fait, déjà qu'il l'avait saboté déjà pas mal. Ben, il aurait pu faire un arc narratif similaire avec Pilgrim, puis rendre le Rousseau plus hideux, puis peut-être en faire un punch de saison au lieu de le mettre dans le trailer, puis de le partir à deuxième épisode. Tu sais. C'est peut-être ça. Là. C'est des choix, mais l'exécution est correcte, mais c'est les choix avant l'exécution qui fait en sorte que j'ai moins apprécié que la première saison. J'ai particulièrement apprécié les 2 dernières minutes du dernier épisode. Quand 3 mois plus tard, ce qui se passe, là, ouais. C'est tellement le Punisher dans une noix. Là. Oui, sauf que, honnêtement, il y a un affaire que j'aurais aimé qui arrive à la place. À la fin, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait comme conclusion. Enfin, il y a une boucle qu'ils n'ont pas fermé. Il reste de quoi de lousse, là? Les personnages qu'ils rencontrent dans les 3 premiers épisodes. La mère monoparentale et son fils. Oui! Ah! Ils sont mis complètement de côté au tiers de la saison, quand elle se fait visiter un hôpital par Pilgrim, justement. Et ça aurait été le fun qu'il y ait juste une petite finalité avec ces personnages-là pour clore la saison. Mais là, ils les ont laissés pour compte, puis il se passe pas... Tu sais, ils sont jamais mentionnés. Ça, c'est plate. Ça, j'avoue, ça, c'est scénaristiquement, c'est un peu amateur. Moi, j'aime vraiment, t'as raison, j'aime vraiment quand toutes les boucles sont bouclées. Surtout quand t'es pas sûr de faire une 3e saison. Effectivement. Parlant de cinéma, on s'en va au cinéma un petit peu? Ben, on va aller en musique. On va aller en musique avant? On va aller en cinéma après. Good. Ah, on va aller en cinéma. Oui, on a le temps. La chanson de la semaine 2! Et c'est extrêmement rare que je fais ça, mais je vais passer une tonne de films que je n'ai pas vus encore. Ça doit être bon comme tune. Ben, c'est que... Okay, ça l'arrive quand même, ça l'arrive à quelques reprises. J'avais fait passer des chansons de films de DC que je me suis pas donné la peine d'aller voir au cinéma pour des raisons évidentes, mais cette fois-ci, c'est un film que j'ai une ferme intention de regarder, qui est déjà sorti en Blu-ray, et que si j'avais été pendant le défilm, j'aurais écouté la journée de sa sortie. Et je parle ici du remake du film de 1978, Suspiria, qui est sorti en 2018, dans le fond, 40 ans après, et dont la musique a été faite par le non moins célèbre Tom York de Radiohead, qui a composé la trame sonore au complet du film. Et une des dernières fois, j'ai vu un musicien populaire reprendre une trame sonore de film au complet dans les années récentes. Vous vous souvenez peut-être que j'ai encensé sans fin le travail de Trent Reznor de Nine Inch Nails sur la bande sonore de Girl with a Dragon Tattoo, David Fincher. Oui. Fincher, ouais, voilà. Fincher, oui.
Lui, là. Donc, j'avais adoré son travail sur cette trame sonore-là. Et j'ai hâte de voir ce que Tom York va faire avec Suspiria. J'ai pris une chanson de la trame sonore dans laquelle il se passait quelque chose un peu, là. Vous allez avoir un bon exemple. Et qui durait pas 8 minutes, là. Donc, on va écouter de la trame sonore de Suspiria par Tom York, Olga's Destruction, Volk Tape. On écoute ça au Geek Contre-attaque. Alors, on vient d'entendre la pièce Olga's Destruction. Olga's Destruction, la destruction d'Olga, voilà. Et c'est pas mal sombre, hein? C'est, oui. Ouais. Mais c'est Tom York dans son élément. Je vais partir un thème. Après ça, je vais te poser une question par rapport à ce tune-là. Hein? Chronique Cinéma! Chronique cinéma, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu... parce que Suspiria, je sais que tu l'as écouté dans ton des films, la version originale, mais je me rappelle plus pas tout du synopsis. C'est quoi ça? Parce que Suspiria, c'est ce qu'on appelle un giallo. Okay? C'est un terme italien. Okay. Qui est l'équivalent pour les films américains des slasher movies. Okay? Quelque chose qui existait très peu dans les années 70. Dans le fond, il y en avait au début des années 70, mais c'était pas un genre encore. On parle encore de films d'horreur en général. Ouais. Et les Italiens avaient une approche beaucoup plus artistique des slasher movies. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de chercher le jump scare et dans le fond de jouer avec les nerfs du public en servant de la musique pour faire des sauts puis lui dire quand est-ce avoir peur. Et de l'image, de mettre des flashs, de faire des surprises avec la caméra. Eux essayaient de peindre une œuvre. Et que la musique était très, très psychédélique, très abstraite. Était plus là pour essayer d'installer une atmosphère puis une ambiance qui
qui était un peu dissonante, qui te sortait un peu de ta zone de confort. OK, oui. Pour te placer dans une zone unique afin d'apprécier ce que eux considéraient comme de l'art. Donc, c'était vraiment une façon très, 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 très... d'instaurer un malaise chez le spectateur. C'est très peu orthodoxe. En fait, c'est une façon qui... Quand c'est mal réussi, c'est extrêmement prétentieux. OK? Parce qu'on s'entend dessus, là. Je vais te montrer, moi... je vais montrer le meurtre d'une façon artistique, d'une façon qui transcende l'âme de la victime, qui... à travers les yeux... Exactement. À travers les yeux du spectateur et blablabla. Bon. Tu vois, c'est le genre de truc qui peut déraper très rapidement dans la pédanterie, mais quand c'est bien réussi, c'est toute une expérience. Suspiria, c'est un des chefs-d'œuvre de Dario Argento de cette trilogie. Comment ça s'appelait cette trilogie? En tout cas, il y a une trilogie de films reliée à ça. Puis là, c'est loin dans ma tête les autres. T'as Mother of quelque chose, là, le deuxième film. En tout cas, peu importe. La trilogie napolitaine. Pour ce qui est de Dario Argento lui-même, qui est un directeur, un réalisateur de films d'horreur, de science-fiction, un réalisateur de films de série B. Okay. De les gens que ça lui tentait pendant les années 70, 80, 90. Donc, Dario Argento, ça, c'est un de ses films les plus populaires. Suspiria, c'est une trame sonore d'un groupe rock progressif italien qui s'appelle Goblin, qui est complètement pété. Puis oui, j'en avais fait jouer un peu. Oh, oui. Et le film, l'utilisation des couleurs et de la lumière est sensationnelle. Puis c'est un film des années 70, là. Fait que c'est pas... Comment je te dirais? C'est pas flashy ce qui se passe, mais quand tu le vois, c'est riche ce que tu vois à l'écran. C'est vivant. Puis t'oublies que c'est un film, donc ça paraît pas prétentieux, c'est ça? Ben non, parce que le film a pas de prétention d'être plus haut que ce qui est, mais accomplit très bien ce qu'il tente d'accomplir. Tu sais, je veux dire, il fait pas de promesses qu'il est pas capable de tenir, il vise pas plus haut que ses capacités lui permettent. Il livre exactement la marchandise qui place en partant. Il ne triche jamais l'anticipation qu'il place chez l'auditeur au départ. Est-ce que tu as confiance au remake? J'ai confiance aux artistes qui ont participé à tout le processus de faire ce film-là. Autant les acteurs que le réalisateur, c'est Luca. C'est quoi son nom de famille? C'est celui qui, dans le fond, qui a dirigé le film qui a nominé aux Oscars Call Me By Your Name, qu'on a parlé beaucoup l'an dernier. Ouais. La fameuse romance homosexuelle avec, comment il s'appelle? Timothée Chalamet, que je vais parler dans quelques minutes, et Armie Hammer, qui est un film qui, peu importe que vous aimiez ou non l'histoire, ou que vous soyez capable d'endurer un film romantique entre deux gars dans les années 80, OK? La photographie de ce film-là est sensationnelle. Et le côté évasif, pas évasif, mais la capacité d'évasion de ce film-là, quand tu écoutes ce film-là, tu as envie d'être dans ces endroits-là à cette époque-là. C'est tellement bien placé, tellement bien filmé. Ce gars-là a un talent extraordinaire. Donc c'est pour ça que tu as confiance au remake. J'ai confiance au remake. Tilda Swinton joue dedans. La fameuse Tilda Swinton, The Ancient One dans Doctor Strange récemment, mais Tilda Swinton a joué dans tout, là. Et dans plusieurs des films de Wes Anderson, entre autres. C'est une actrice qui a un air un peu androgyne bizarre, mais qui est extraordinairement bonne là, dans son travail. Okay. Donc, non, c'est... et la musique de Tom York, je veux dire, regarde, peux-tu vraiment te tromper, là? Ce que j'ai entendu tantôt, c'était très réussi. Ça aurait pu, parce que là, on jasait pendant que la pièce jouait, mais ça aurait pu me plonger dans une espèce de mood. Là. Oui, le réalisateur, en passant, j'ai son nom complet, Luca Guadagnino. Yeah, Guadagnino. Nino, en tout cas. Ton italien. Ouais, j'aurais quasiment pas dû m'en rappeler. Hein? Mais tant qu'à parler de film. Ben oui, non, oui. Il est sorti une nouvelle cette semaine. Ils ont rajouté encore un nom à un casting qui devient de plus en plus intéressant pour le prochain film de Denis Villeneuve, Dune. Donc, ça a été annoncé tout d'abord que ça va être fractionné en 3 films. Toujours pas de... dans le fond, c'est qu'ils vont faire 3 films sur Dune. C'est une bonne affaire. Et on ne sait pas si ça va être Villeneuve qui va diriger les 3. J'ai le feeling qu'il va diriger le premier puis qu'il va laisser peut-être la place à d'autres pour poursuivre ses autres projets à lui. Mais en espérant qu'il choisisse les gens qui vont le reprendre. Là. Ouais, non, c'est ça. Mais je te dirais que bon, le choix des acteurs à date, le casting, c'est on en apprend 1 ou 2 par semaine depuis 3 semaines. Tout d'abord, le rôle de Paul Atreides.
On en a parlé la semaine dernière. Timothée Chalamet, dans le fond, que je parlais tout à l'heure dans Call Me By Your Name, qui va jouer le rôle de Paul Atreides, le protagoniste. Son père, le duc Leto Atreides, a été annoncé en tant que Oscar Isaac. Donc, Poe Dameron de Star Wars, la nouvelle génération. Okay. Mais Oscar Isaac est dans pas mal tout là, depuis 3 ans. On le voit dans tous les films. Puis il avait décidé de prendre une pause, mais il revient de sa pause pour ce film-là. Dave Bautista, de Guardian of the Galaxy, l'ancien lutteur de WWE, qui lui va jouer un rôle également. Notre fameux Stellan Skarsgård, qui joue dans les Thor, entre autres, mais qui est un acteur aussi chevronné. Là. Le père d'Alexander Skarsgård, là, et de son frère qui a joué dans Hit. En tout cas, bref. Stellan Skarsgård, c'est un acteur d'expérience. Il va interpréter le baron Harkonnen. Charlotte Rampling, que tu devrais connaître aussi. Là, tu verrais son visage, tu la reconnaîtrais. Là. Le nouveau, c'est qui, là? Et le nouveau qui a été annoncé cette semaine. Parce que, tu sais, il y en avait déjà pas assez dans le film. Là. Non seulement ils ont annoncé Zendaya comme dans le rôle de Shani. Je pense que c'est un peu la love interest du personnage principal. Zendaya, c'est elle qui avait joué Mary Jane Watson dans les nouveaux Spider-Man, Homecoming et dans le prochain. Mais, annoncé cette semaine dans le rôle de Stilgar, Javier Bardem se joint au casting déjà sensationnel de ce film-là. Javier Bardem, dans quoi il a joué? Mais Javier Bardem? Ouais. Tu sais pas c'est qui Javier Bardem? Dans Mother, entre autres? Ah! C'est le... Ben oui. Dans No Country for Old Men, dans Skyfall. Okay. Je sais, c'est Javier Bardem. Là. Okay. C'est quelqu'un, là. Ben, c'est quelqu'un certain. C'est quelqu'un certain. Donc, un gros nom qui s'ajoute à ce film-là. Le projet devient de plus en plus intéressant. Déjà que je suis vendu à Villeneuve, peu importe ce qu'il va faire à partir de maintenant. Là, je te dirais que mon anticipation est à un niveau extrêmement élevé pour le prochain Dune. Puis... Est-ce que ça fait longtemps que ça a été annoncé que c'était en 3 films? Ils en ont parlé cette semaine. C'est juste que là, encore là, tant que le premier film ne sera pas sorti, on n'aura pas de nouvelles officielles. Okay? C'est qu'ils n'annoncent pas ils annonceront pas les sequels avant de savoir si le film est rentable ou pas. Non, okay? c'est sûr. Parce que si c'est un flop monumental, ils commenceront pas la pré-prod pour un autre, là, tu comprends? En même temps, juste le nom de Denis Villeneuve porte ce film-là à des longs, tu sais. Oui, pour les fans de cinéma. Denis Villeneuve n'a pas encore brisé la membrane du grand public. Notoriété populaire, ouais. Exactement. Mais le public de cinéma vénère Villeneuve. Je veux dire, depuis Sicario, le monde, ils savent à quoi s'attendre. Ouais. Prisonnier, Ennemi, Arrival, Blade Runner. Tu sais, le gars ne fait que des coups de circuit à chaque tour au bâton depuis qu'il fait des films pour Hollywood. Mais c'est des coups de circuit critiques. Oui. Public, ça n'a pas encore réussi. Il n'a pas passé la barre des 150, 200 millions là, au box-office? Non, pas encore. Non. Blade Runner n'a pas été aussi payant qu'il l'espérait, et pourtant, quel film. Apparemment qu'un film, pour être considéré comme un succès, doit faire au moins 3 fois son budget. Oui, à cause parce que son budget, c'est la production, mais il y a au moins la valeur du budget du film qui est dépensé en marketing. En pub, en placement, tout ça. Et les cinémas prennent 50%. Exactement. Donc, à partir de là, il faut qu'ils fassent de l'argent en Moses pour être rentable. Fait que c'est pour ça que j'étais un peu... On va voir. On espère. Est-ce que je vais vous parler après la pause? Parce que là, on s'en va à la pause. Ben oui. Parce que il y a eu des discussions controversées. On en a parlé la semaine dernière. Puis là, je vais avoir la liste devant moi. Les nominés aux Oscars du meilleur film cette année. Hey, c'est vrai, c'est sorti, ça. Oui, puis on vous a parlé du choix controversé de mettre Black Panther là. Oui. La semaine dernière. Mais je vais vous parler des autres films aussi, parce qu'il y en a certains que j'ai vus dans le défilm. Pas tous, bien sûr, parce qu'il y en a qui ont sorti récemment, mais on commence à jaser un peu de ça après la pause. T'en penses quoi, toi? Ben oui, je suis bien d'accord. OK. On fait ça après? OK. Alors attention, ici c'est François Pérusse. Et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici le Geek contre-attaque! Hein? Hey! La musique des galas! Ben là, on n'a pas de contenu, on va avoir de l'habillage. Ben oui! Oh mon Dieu! L'habillage de Tuxedo. That's what she said. Donc, hey! Non, mais
Contexte. Donc, oui, on va faire une petite rétrospective plus en profondeur et plus détaillée des nominés aux Oscars cette année. Étant donné que là, mon intérêt pour les Oscars est un peu plus présent cette année avec le défi que j'ai fait l'an dernier. Mais finalement, j'ai moins vu de films que je pensais qui sont dans les nominés. En fait, t'as vu beaucoup de films, mais t'as pas vu de bons films. T'as pas vu les bons films. Selon. Ouais, c'est ça, selon eux autres. Ou c'est des films l'Académie. Ouais, c'est des films qui ont sorti tard aussi. Et que dont la disponibilité, si j'allais pas au cinéma, était plus limitée. Hey, tu dois savoir ça, c'est la saison des Oscars, c'est les films qui sortent au cinéma. C'est toujours à partir du mois de fin octobre, début novembre. C'est là que ça commence. Okay, les films. okay. Ouais, c'est ce qu'ils appellent les Oscar bait, dans le fond. C'est octobre et novembre là, pour aller voir des films. Décembre aussi, oui. Au cinéma, c'est là que ça se passe. Okay. Donc, là, on vous a parlé de Black Panther l'année passée. Je vais vous parler la semaine dernière. On va vous parler des films, dans le fond, qui sont nominés pour meilleur film cette année. Tout d'abord, il y a Bohemian Rhapsody. Je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui, Okay. oui. Et je suis pas certain non plus de la nomination de celui-là, parce que de ce que j'en sais, étant un fan de Queen moi-même, je sais que l'histoire de Queen ne peut pas être représentée de façon précise si tu te restreins à du PG-13. Oh, Okay. ça c'est clair. Là. C'est que c'est une version diète de l'histoire. Et je suis pas certain non plus du charisme de l'acteur principal dans le rôle de Freddie Mercury. T'en as pensé quoi, toi? Physiquement, l'acteur m'enlevait du film. Parce que le gars qui fait Brian May est extraordinaire. Il ressemble tellement. Mais Freddie Mercury, non. Premièrement, il ressemble pas. Puis deuxièmement, il y avait de quoi avec ses dents. Ouais. Ça me sortait du film, j'étais là. Voyons, c'est quoi ces dents-là? C'est trop exagéré. Puis, sa performance d'acteur, justement, j'ai pas pu m'y concentrer à cause que je stiquais sur son apparence. Puis, c'est superficiel, mais bon, il y a des choses qui arrivent. OK, Bohemian Rhapsody, je sais pas ce qu'il fait là. C'est un rang de succès populaire, mais pourquoi qu'il est là? Il y a des scènes à la fin où, le célèbre concert Live Aid, là, oui. où Queen faisait un retour sur scène après des années. Et la reproduction historique de l'événement est quand même bien. Hein? Ben exactement, c'est là où je m'en venais. Tout est exact jusqu'au verres de Pepsi qui sont sur le piano de Freddie Mercury. Là. Je pense même que les niveaux de liquide sont même pareils. Là. Voilà, c'est ça. Les gars, shot par shot, c'était reproduction les artisans exacte. autour du projet ont fait un job sensationnel. Et c'est peut-être ça qui est mis à l'avant-plan là, pour la nomination des Oscars. Mais je suis comme... Je sais pas. En tout cas, on va voir. Non, il n'y a pas de chance. Black Panther, on a déjà dit ce qu'on en pensait la semaine dernière. C'est un bon film, mais c'est pas sa place. C'est pas ces deux, ni un ou l'autre. Je sais pourquoi il est nominé des meilleurs films de l'année alors qu'il est même pas le meilleur film de Marvel cette année. C'est ça mon point. Ben oui, il a sorti 2 films de Marvel, c'est le moins bon des 2, mais il est nominé aux Oscars du meilleur film alors qu'Avenger l'est pas. On sait-tu c'est qui? Les décideurs de l'Académie. C'est du monde qui ont un compte de Twitter, d'après moi. Ouais, okay, donc, tout ça, c'est à cause de l'influence du climat social aux États-Unis. On le sait tout. Ben oui. Bon. Black Klansman, une comédie, dans le fond, avec Adam Driver, qui est un policier blanc qui décide d'engager un ami, un collègue de couleur pour infiltrer le Ku Klux Klan. Dont le chef est joué par Topher Grace. Exactement. Fait que dans le fond, il se fait il feed dans le fond son information à la personne qui est là pour pas qu'il se fasse dévoiler comme étant, tu sais. Je sais pas si tu comprends. Ben, mais c'est un tour de force quand même de prendre un sujet aussi épineux, surtout dans le contexte, et de le rendre dans une comédie. Tu sais? Oui, je comprends ton point. Mais là, on parle bien entendu de Spike Lee. Et Spike Lee s'en fâche pas dans la rectitude politique ou le risque. Il a toujours été très, 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 très fonceur, très, très téméraire dans ses choix cinématographiques. Donc, il y a pas mal juste lui qui pouvait faire ça. Exactement. Green Book, plus un drame très... très contemplatif, très 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 smooth, avec Viggo Mortensen et comment il s'appelle dans le fond, mon Dieu, son nom est de la misère. Mahershala Ali, donc celui qui avait joué le Cottonmouth dans la saison 1 de Luke Cage, mais qui a aussi joué dans Moonlight récemment, tout ça. Donc un très bon acteur qui va être dans d'ailleurs Battle Angel Alita qui est sorti cette semaine au cinéma, j'ai pas vu encore. Donc
C'est ça, Green Book. Ensuite, Vice. Dans le fond, le fameux film sur le vice-président Dick Cheney, avec Christian Bale et Sam Rockwell dans le rôle de George Bush, Steve Carell dans le rôle de Donald Rumsfeld, qui est un genre de une comédie d'Adam McKay, comédie historique, politique, whatever quoi. Ouais, c'est ça, ça a l'air bizarre. Parce que le monde s'attendait à quoi de gros, finalement c'était weird, puis Conan nous en a parlé la semaine dernière, puis il a pas trippé tant que ça. Ensuite, A Star is Born, le film, le remake d'un film des années 70 avec Bradley Cooper et Lady Gaga. Lady Gaga puis Bradley Cooper qui font une toune, c'est en site Shallow. Oui, c'est ça, c'est tiré de ce film-là. OK. Et dans le fond, le film Star is Born semble avoir fait mériter à Lady Gaga beaucoup de félicitations. Elle a fait un excellent travail dans ce film-là. Ben, c'est parce que juste, j'ai entendu l'interprétation de la pièce seulement, Shallow, et je trouve que Lady Gaga est totalement groundée et sérieuse. Et on dirait... Non, il y a de quoi. Il y a vraiment de quoi qui se passe. C'est le genre de rôle qui, contrairement à Madonna, va peut-être y donner une vraie carrière au cinéma. Oui. Madonna, elle a essayé, là. Okay? Elle a essayé souvent, là. Elle a presque été legit dans 2 ou 3 films. Là. Mais ça n'a jamais réussi vraiment à geler. Alors que là, je te dirais que sa performance semble être très crédible, puis je vais probablement l'écouter dans les prochaines semaines, parce que je vais essayer d'y voir le plus possible, tous ces films-là, avant le... Puis j'en ai juste vu un, finalement, j'ai juste vu Black Panther. Roma, qui est disponible sur Netflix, qui est sorti d'ailleurs exclusivement sur Netflix, qui est un drame historique qui se passe au Mexique dans les années 60. C'est un peu un drame autobiographique de Alfonso Cuarón, si vous connaissez le gars, là, c'est Gravity, puis c'est... OK, oui, écoute, c'est lui qui a fait Gravity. Okay. Children of Men, Cuarón, c'est un excellent réalisateur. Et donc Roma, qui est sorti sur Netflix il y a quelques mois, lui, je vais l'écouter aussi. Et mon pic, le film que j'ai le plus envie de voir dans le tas, c'est le 3e film de Yorgos Lanthimos, film grand public, dans le fond, qui est sorti à l'extérieur de la Grèce. Ça, c'était le gars qui nous avait amené The Lobster et Killing of the Sacred Deer. Ah oui, OK, c'est lui. Et il y a The Favorite qui est sorti au mois de décembre, que j'ai très hâte de voir, parce que son style est complètement disjoncté pour ce qui est de l'humour. C'est capoté, c'est très, très sec, très drabe, mais tellement surréaliste, c'est comme si Picasso faisait de la comédie, là. C'est un peu bizarre, inspiré par c'est une transformation physique et spirituelle de 2 frères qui est racontée dans la vie des 2 frères. Bon. De quoi ça dans The Favorite? The Favorite, c'est ça l'histoire. OK. Fait que ça, parce que moi je voyais 2 sœurs dans le... Ben en tout cas, The Favorite, moi j'ai c'est ça là, je vois. Anyway. Ah non, excuse-moi, c'est le film de 2018, The Favorite, c'est fait par Curtis Graham, c'est pas ça partout. Non, c'est pas ça partout. Mais non. Bref. Ah ben. On continue de s'enfarger pendant la pause musicale. Oui, on fait ça, on va faire ça. Ben oui, okay. On va aller en musique un petit peu. La chanson de la semaine 3! Fait qu'avant de faire le survol des autres catégories, dans le fond, on va faire ça un peu plus rapidement. Là, je voulais décrire quand même les films qui étaient nominés pour l'Oscar du meilleur film. Ce qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale. Et là, je vous amène, dans le fond, une des trames sonores que j'ai toujours... trame sonore de jeux vidéo obscure, dont la composition de chacune des pièces était extrêmement riche. J'en ai parlé à Arcade Québec à plusieurs reprises. J'en ai parlé ici, j'en ai fait jouer 2 ou 3 fois. C'est le jeu Spider-Man and X-Men Arcade's Revenge au Super NES. Ah ouais, la musique est encore plus riche que Megaman, mettons. C'est différent, mais c'est composé par Tim Follin qui est devenu amer avec ce projet-là depuis. Il n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Exactement. Puis il a fait un travail monstrueux avec cette trame sonore-là. Vont faire jouer, dans le fond... J'avais fait jouer Gambit à un moment donné, et ça, Gambit... Non, Cyclope que j'ai fait jouer. Ouais, c'est ça. Cyclope et Spider-Man. Là, j'amène Gambit, qui est un autre des personnages que vous pouviez jouer dans ce jeu-là. Et écoutez à quel point la composition de chacun des instruments dans ça, puis l'utilisation de toutes les tracks disponibles pour une track de Super NES. Combien de tracks déjà? Juste 8, hein? Au Super Nintendo, c'est... Ouais, au Nintendo, c'était 8. Nintendo, c'était 6. Mais l'idée, c'est que tu avais une track qui était utilisée pour les bruits d'ambiance. Ouais, c'est ça. Ah non, c'était 5. Une pour les bruits d'ambiance, il en restait 4 pour la musique. Et là là.
et qui pouvaient être joués en même temps. Fait qu'il fallait que tu intercotes tes tracks pour comme superposer tes tracks Quand une il n'y avait par-dessus pas de l'autre. bruit sur une, tu mettais Exactement, du bruit. Ouais, tu remettais du bruit d'un autre track. Il y a du bruit tout le temps, partout. C'était, ouais, mais ça te faisait c'était capoté. Mais Ah ouais. bref, on écoute de Tim Follin, la pièce du personnage Gambit dans Spider-Man and X-Men Arcade's Revenge au Geek Contre-Attaque. Là, je me sens dans un rave des années 80. J'ai le goût de faire de la cocaïne. Ça n'a pas d'allure. Voyons donc. Mais non, mais c'est fourrant. D'en fabriquer, là, de faire de la cocaïne. Oui, je veux fabriquer. apprendre. Pas d'en consommer, là. On parle pas de consommer ici. Là. Après le show, on parle de fabriquer. Oui, après le show, je check des tutoriels sur YouTube puis je me lance. On en fabrique. Oui. OK.
Ça se fabrique, ça? Ben, je veux dire, tu fais pousser du coca, puis tu t'achètes de la poudre pour bébé, puis c'est tout, là. Ah ouais? Ben, d'après moi... Je pensais que c'était plus compliqué. En tout cas, on checkera ça. Donc, on vient d'entendre la pièce de Tim Follin du personnage Gambit dans le jeu de Super Nintendo, Spider-Man and X-Men Arcade's Revenge. Donc, on va poursuivre notre couverture des nominations aux Oscars cette année. Et puis t'as parlé de Spider-Man. Ouais. Je veux savoir si Spider-Man Into the Spider-Verse risque de remporter un Oscar. Je l'ai pas vu encore, tout le monde m'en parle. Ben, tous ceux qui l'ont vu arrêtent pas de triper là-dessus. J'ai hâte de le voir. Il y a 5 films nominés aux Oscars cette année, dans les films d'animation. Spider-Man Into the Spider-Verse est là. OK. Il y a Les Incroyables 2. Ben oui. Ça va être rough. Ça va jouer du coude. Il y a L'île aux chiens. I Love Dogs de Wes Anderson. Ouais, t'avais trippé, toi. Oui, j'ai vraiment aimé ça, c'est vraiment bon. Perspective de chien, là, je veux dire, ouais, on est un chien. Exactement, puis c'est un film qui est beaucoup plus adapté aux Oscars, et peut-être moins... Un film qui est plus vers un public adulte et enfant, versus que seulement jeune adulte et adolescent. Ouais. Ensuite, il y a Ralph, dans le fond, qu'est-ce qu'il fait là? Le monde de Ralph brise l'Internet. Ouais, c'est ça, il est là. Ralph brise l'Internet. Et le dernier, non le moindre, que j'ai pas vu encore, un des seuls que j'ai pas vu, de Mamoru Hosoda, donc Mirai, qui est un film de directeur qui a fait, bien entendu, Wolf Children, qui a fait que j'avais adoré, un de mes meilleurs films de l'année dernière d'ailleurs. Oui, celui qui dépeint le plus le plus possible la guerre. Là. Non, ça c'était The Grave of the Fireflies. Oups, c'est ça. Wolf Children, c'est un autre des films que j'ai adoré. Okay. Mais tout ça pour dire que non, mais Hosoda, Girls Will Have True Time, etc. Il en a fait un paquet de bons. Donc, mon point étant que oui, ça va être une catégorie serrée, meilleur film d'animation. Pour ce qui est des meilleurs réalisateurs pendant qu'on est là. Spike Lee pour Black Klansman, okay. Adam McKay pour Vice, Pavel Pavlikowski pour Cold War, aucune idée, Alfonso Cuarón pour Roma et Yorgos Lanthimos pour The Favorite. Mais c'est-tu toujours comme ça dans les Oscars? Je veux dire, le meilleur film et meilleur réalisateur se recoupent beaucoup. Souvent, ah oui. Souvent. C'est le gars qui a réalisé le meilleur film, son film est pas nominé comme meilleur film. Je sais pas ce qu'on que je veux dire. Mais pourquoi ils font, tu sais, je veux dire, oui, ok, le film récompense tout le monde, le réalisateur récompense juste le réalisateur. Exactement. Le réalisateur a un travail spécifique à faire, puis ça se peut que, même si c'est pas fait le meilleur film de l'année, il a fait le meilleur job. L'année dernière, le fait que Denis Villeneuve était même pas dans le meilleur réalisateur. Avec le travail colossal qu'il a fait avec Blade Runner, je trouvais ça honteux. Parce qu'il a fait un job extraordinaire. Est-ce que Blade Runner était dans les meilleurs films? Non. Non plus, ok. Mais c'est ça, je dis, ça se recoupe beaucoup souvent. Donc, meilleur acteur. Bradley Cooper pour A Star is Born. Je vais me réserver le jugement quand j'aurai vu le film. Ben oui. Parce que je vais vous faire mes prédictions une fois que je vais avoir vu les films cette année. Je vais essayer de me taper toutes ou la plupart. Première nomination pour Bradley Cooper, si je ne m'abuse, parce que c'est pas quelqu'un qui... non, je pense qu'il avait été nominé comme pour Silver Lining Playbook à l'époque. Ah! C'est Jennifer Lawrence. Ouais, non, non. C'est Silver Lining Playbook, c'est avec Jennifer Lawrence. Ah, c'est ça. Ouais. Et elle a gagné l'Oscar de meilleure actrice cette année-là pour ce rôle-là. Okay. Donc, il y a Bradley Cooper cette année. Il y a Willem Dafoe pour Eternity's Gate. Rami Malek pour Bohemian Rhapsody. Mais une performance à Oscar, je m'excuse. Non? OK. Viggo Mortensen pour une Green Book. Juste parce que c'est Viggo, j'y donnerais. Là. Mais bon, ça dépend des performances individuelles, bien sûr. Christian Bale pour Vice. Parce qu'il s'est fait engraisser puis il a mis un fat suit. Fait que je sais pas à quel point il est bon dans le film. Mais c'est quand même une bête, Christian Bale, là, question changement de poids. Ah, là. oui, tout à fait. Je pense que c'est sa spécialité. Transformation physique, il est capoté. Meilleure actrice, je pense que c'est déjà dans le sac. Il y a bien entendu Melissa McCarthy pour Can You Ever Forgive Me, aucune idée du film. Olivia Colman pour The Favorite. Il y a Litsa Aparicio, voilà, pour Roma. Glenn Close avec The Wife, mais Lady Gaga pour A Star is Born, d'après moi, c'est elle qui va le ramasser, parce que ça va être le choix genre populaire / performance. Lady Gaga, moi, ça me surprendrait. Moi, non, j'aimerais même ça que ce soit elle. Parce qu'elle semble avoir eu une performance qui est plus authentique que calculée. En tout cas, ça me semble que ça compte. Ça. D'une certaine manière, ça serait le fun. J'espère que ça arrive parce que d'une certaine manière, ça va briser une espèce de moule rigide. Oui, puis j'écoute pas sa musique en tant que telle. Là. Je respecte beaucoup cette femme-là comme artiste. Elle compose ses trucs, elle essaye toutes sortes de styles différents. Je l'ai vu faire des performances de chansons classiques avec des vieux crooners, autant que ses tunes à elle.
tout le temps avec une touche différente, puis elle chante comme... Elle est vraiment solide. Là. Puis en plus, ça fait du sens, parce que en plus, j'ai lu à quelque part que les Oscars tentent de rajeunir leur image ces temps-ci. Donc, ça irait dans le ton. C'est ça, parce que là, The Wife a un drame très, très, très pour quarantenaire, là, avec Glenn Close, là, pas sûr. Là. Ouais. C'est que, bon, en tout cas, c'est peut-être elle qui est la meilleure pareil, là. Mais comme je te dis, je vais essayer de voir le plus de films possible, me faire une bonne idée, mais on va voir. Pour ce qui est d'acteurs secondaires, Adam Driver dans Black Klansman, Mahershala Ali pour Green Book, encore une fois, là, Viggo pour meilleur acteur, puis Ali pour soutien. Sam Rockwell pour une deuxième année consécutive, nominé pour Vice, avec son rôle de George W. Bush. L'an dernier, c'était? Il avait gagné pour Three Billboards. Ah, Three Billboards, ouais. Un des meilleurs arcs narratifs de personnages secondaires de toute l'année. Puis même de mon des films que j'ai vu, là, c'était sensationnel le travail de Sam Rockwell. Je vois ça, ce film-là. Pour Rockwell et pour Woody Harrelson, honnêtement. Harrelson, ça y tentait. Puis quand ça y tente, il est solide. Woody Harrelson, moi je l'adore. Et quand ça y tente pas, c'est pathétique, mais quand ça y tente, Moses. D'ailleurs, ils ont commencé à mettre les images promotionnelles du prochain Zombieland. Ça y tentait dans le Zombieland. Oui, c'est ça que Zombieland Double Tap qui va sortir bientôt. Oui, c'est le nom le titre du film. Et tu regardes la photo. Et à part la petite fille, dans le fond, je me rappelle plus comment elle s'appelle, là, en tout cas, la jeune qui était dans le film. Wichita. Ouais, qui a comme vieilli d'une quinzaine d'années, puis ça paraît parce qu'elle était très jeune. Tous les autres, t'as l'impression que ça s'est filmé le lendemain. Ils ont pas pris de ride. C'est vrai que Jesse Eisenberg est pas mal ageless. Là. Non, ouais, c'est ça. Puis Emma Stone aussi. En fait, Emma Stone, elle s'embellit avec le temps parce que là, elle a l'air d'une jeune fille, elle a l'air d'une femme. Ouais. Ce qui aide. Puis Harrelson a toujours l'air aussi, il a l'air de triper d'être là-dedans, fait que ça va être le fun. Donc, Sam Elliott pour Star is Born, Richard E. Grant pour Can You Ever Forgive Me. Emma Stone, qui est d'ailleurs nominée pour la favorite de The Favorite comme actrice de soutien. Bref, il y en a plein d'autres. On a fait quand même un tour rapide de ce qu'il va y avoir dans les nominations cette année. Ça va être le fun. C'était tellement le fun que j'en ai oublié de partir le thème. Non, t'as pas oublié. T'as oublié de mettre le volume à la bonne place. Non, mais j'ai failli passer de répète. Failli. Mais, hey, merci Eric d'avoir parlé pendant 1 heure. Hey, ça a été... non, mais une fois qu'on pogne un sujet, on est correct. Non, c'est ça. Parce que, je disais ça là tout à l'heure en ondes, c'est l'émission de radio qui se rapproche le plus d'un podcast pur et dur. Oui. Ouais. D'ailleurs, vous pouvez l'écouter en podcast aussi sur iTunes, ainsi que sur YouTube quand on le poste la semaine ou 2 semaines après. Allez-y donc. Allez-y donc. Donc, merci à Mikey. Ben oui, Cité Latina va être là après la pause à CKRL 89.1. Et puis, voilà. Yes. Et merci surtout à Aura et François là, de la Foire Geek. Oui. Et allez faire un tour, dans le fond, samedi prochain. Sur ce, merci d'avoir été là. On se reprend la semaine prochaine. Salut les geeks. Téléchargez l'émission Les Geeks contre-attaque sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes.